Ah, Indiana Jones. Une saga d'aventure épique, remplie de mystères, d'épopées époustouflantes les unes après les autres, des courses-poursuites inoubliables, un thème musical iconique, et un héros avec un chapeau, un blouson en cuir et un fouet qui botte le fessier à tant d'ennemis tels que les thugs, les soviétiques ou encore des nazis. Ensemble, nous allons retourner à la jeunesse de cette saga mythique, ancrée dans la pop culture, afin de célébrer le dernier retour d'Indy au cinéma, campé comme toujours par le charismatique Harrison Ford. Tout commence en 1973. George Lucas était très nostalgique au fait qu'il ne pouvait plus revoir ses serials, ces films d'époque qui étaient par épisode et qui étaient diffusés entre les années 30 et 40. Et il aimait dans ces serials qu'elles laissaient leur héros en mauvaise posture jusqu'à l'épisode suivant. C'était des séries également d'aventure. C'est à partir de là que George Lucas, féru d'histoire et d'anthropologie, va imaginer un archéologue parcourant le monde à la recherche d'antiquités. Et non pour sa propre fortune ni gloire, mais pour un musée. Une histoire de légitimisation qui sont des méthodes qui sont peu orthodoxes. Indy est donc déjà un cynique au coup de poing facile, mais il fait partie des gentils. En 1975, alors qu'il s'occupe de la guerre des étoiles, le premier volet Star Wars, il va demander en parallèle à Philip Kaufman, un scénariste et réalisateur connu pour la légende de Jesse James, et ce dernier va être très enthousiaste. Et il va se souvenir de l'histoire de l'Arche d'Alliance que son dentiste lui a raconté quand il avait 11 ans. C'est à partir de là que l'intrigue principale fut créée pour les aventuriers de l'Arche perdue. George Lucas veut qu'il écrive et réalise le film. Cependant, Kaufman avait déjà accepté de travailler sur Just Say Ways hors la loi de Clint Eastwood. Et c'est ainsi que George Lucas va remettre de côté Indy et va retourner sur la guerre des étoiles. Ainsi, l'histoire d'Indy resta dans les cartons, jusqu'en mai 1977. Peu de temps après la sortie de Star Wars, Un Nouvel Espoir, George Lucas et Steven Spielberg, donc qui l'a aidé pour son film, attendent les résultats du box-office sur une plage hawaïenne. C'est après avoir appris le succès du film que Spielberg fait part à son ami du désir de réaliser un film James Bond. Malheureusement, le réalisateur a été recalé du fait qu'il n'était pas d'origine anglaise, qu'il n'appartenait pas au territoire du Commonwealth. Mais alors, cela tendit ainsi une perche à George Lucas qui lui rétorque « J'ai mieux, j'ai les aventuriers de l'Arche perdue ». Ainsi, le projet va être relancé, et ce n'est que 2 ans plus tard que le projet va se concrétiser. George Lucas va confier au dessinateur de comics Jim Steranko le soin de créer une première approche visuelle du personnage. Un chapeau sur la tête, un blouson en cuir sur le dos, et un fouet à la main. Il le place au cœur d'une bataille dans le désert, puis dans 3 autres situations qui deviendront des scènes clés du film. Cerné par des serpents, sautant de son cheval sur un camion et se battant sous les ailes d'un avion. George Lucas engage ensuite le scénariste Lawrence Kasdan. Steven Spielberg a aimé son scénario Continental Divide et les 3 hommes se réunissent pendant 3 jours. George Lucas va fournir une vision générale, l'intrigue et la structure du film, et avec Steven Spielberg, les scènes clés. Lawrence Kasdan développe les personnages, fait que les pièces du puzzle s'imbriquent et que l'histoire fonctionne avec style. Utilisant les 100 pages de retranscription de leur conversation, le scénariste écrit une première mouture, 60 scènes avec 6 grands moments de suspense et de l'action toutes les 2 pages. Il livre sa 5e et dernière réécriture en avril 1980. Spielberg et Lucas étaient déterminés à créer une expérience authentique et immersive pour le public. Ils ont consulté de vrais archéologues experts pour s'assurer que les aspects archéologiques du film
était ancré dans la réalité. Ensuite, il vint l'idée de donner un nom à ce nouveau personnage. George Lucas va proposer tout d'abord Indiana. Il fait ainsi référence, comme pour Chewbacca dans la saga Star Wars, à un de ses chiens. Cependant, le nom de famille a laissé une petite discorde entre les deux réalisateurs. En effet, le premier nom qu'a donné George Lucas serait Indiana Smith. Cependant, Steven Spielberg le trouvait trop proche de Nevada Smith, un personnage interprété par Steve McQueen dans un film éponyme. George Lucas a alors proposé Jones. Et là, c'est le personnage qui s'étoffe également. George Lucas va l'imaginer en playboy, qui finance son train de vie grâce à ses explorations, mais Steven Spielberg et Lawrence Kasdan estiment que sa double activité du professeur d'université et d'aventurier suffit amplement. En revanche, Steven Spielberg veut faire de lui un alcoolique, comme le personnage joué par Humphrey Bogart dans Le Trésor de la Sierra Madre. Et cette fois, c'est George Lucas qui met son veto. Il veut un héros positif, pouvant servir de modèle pour les jeunes. Loin de l'archéologue rat de bibliothèque ennuyeux au roi du pinceau pour désensabler une poterie, il veut un descendant de James Bond et de Tintin, un héros humain qui s'en prend plein à la tronche, qui souffre, qui saigne et qui a peur des serpents, mais qui s'en sort toujours. Ça y est, le projet se concrétise. Maintenant, il suffit de trouver un acteur à la taille de ce personnage. Le projet était déjà bien avancé et George Lucas le propose au grand studio d'Hollywood avec des conditions draconiennes, un budget de 20 millions de dollars, une distribution du film aux frais du studio et un gros salaire et un bon pourcentage sur les recettes du box-office pour lui et Steven Spielberg. Paramount Pictures accepte ce qui est déjà surnommé le Killer Deal, donc le contrat tueur de George Lucas. Mais le studio ajoute quelques conditions, dont une option sur les suites éventuelles et de fortes pénalités en cas de dépassement des délais de tournage et de budget. Steven Spielberg est connu pour avoir explosé le plan de travail des Dents de la Mer de 100 jours, celui de 1941 de 50 jours et celui de Rencontre du troisième type de 15 jours. Grâce à la supervision de George Lucas, Les Aventuriers de l'Arche perdue sera le premier film où il respectera le budget et les délais. Il le finira même avec 12 jours d'avance. Pour incarner Indiana Jones, Steven Spielberg suggère d'emblée Harrison Ford, mais George Lucas préférerait un quasi-inconnu. Le casting commence donc à Los Angeles, dans la cuisine de Lucasfilm. Les acteurs convoqués entre 9h et 13h cuisinent des gâteaux. Ceux convoqués entre 14h et 19h les mangent. Bizarrement, beaucoup de comédiens demanderont à venir l'après-midi. Après plusieurs mois, le rôle est proposé à Tom Selleck. Ce dernier vient de se faire connaître grâce au pilote d'une série télé, Magnum, qui a obtenu de bons chiffres d'audience lors de sa diffusion. La chaîne CBS refuse cependant de libérer le comédien. L'ironie veut qu'une grève retarde le tournage de Magnum alors que celui de l'Arche perdue commence à peine. Tom Selleck aurait finalement pu tourner les deux. À un mois du début du tournage, le rôle d'Indy n'est toujours pas attribué. À la première de l'Empire contre-attaque, Steven Spielberg et George Lucas sortent de la projection et réalisent Harrison Ford et Indiana Jones. So Empire Strikes Back, and I said, Harrison Ford is Indiana Jones, and I called George Lucas and I said, he's right under our nose, and George said... L'acteur, malgré qu'il soit réticent, signe quand même un contrat pour les 3 films, qui sont en suggestion si le premier film réussit. Pour le rôle de Mario Ravenwood, Steven Spielberg veut Amy Irving. N'étant pas disponible, il se tourne vers Debra Winger, qui n'est finalement pas intéressée. Il opte alors pour Karen Allen, qui l'a impressionné lors de son édition. Le personnage ayant un côté garçon manqué, Steven Spielberg demande à l'actrice « Vous savez cracher ?» Oui. C'est dégueulasse. Ainsi, les aventuriers de l'Arche perdue ont trouvé leurs 2 acteurs principaux. La production des Aventuriers de l'Arche perdue débarque à La Rochelle, en France, le 23 juin 1980.
La toute première scène est prévue à la base de sous-marins du port autonome, conservé comme au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Frank Marshall a récupéré le sous-marin de Das Boat et trouvé un cargo égyptien en Irlande pour jouer le Bantu Wind. Tout commençait bien, sauf que la Météo France était en grève. Tu te fous de ma gueule? Et Frank Marshall doit sortir tous les matins vérifier le temps afin de déterminer s'il est prudent ou non de tourner en mer. Et il y a eu 2 jours qui ont été perdus à cause du mauvais temps. Les péripéties continuent une fois au studio Elstree en Angleterre. Alfred Molina, qui fait ses débuts au cinéma. Alfred Molina est connu notamment pour son rôle du Dr Octopus dans Spider-Man 2, mais c'est également dans Jamais sans ma fille et dans d'autres nombreux films. Donc lui qui fait son début au cinéma, ouvre le bal. Il va être terrorisé par les dizaines de tarentules qui se baladent sur lui pour une des scènes dans le temple sud-américain. Puis Steven Spielberg a des sueurs froides en acceptant que Harrison Ford fasse la cascade où il est poursuivi par un énorme rocher. Ce dernier est tout de même surélevé dans le décor pour que l'acteur ne soit pas écrasé en cas de chute. Mais sous cette boule de 150 kg de fibres de verre, il maigrirait quand même un bon coup. Ensuite, Harrison Ford et Karen Allen se retrouvent au milieu de 6500 serpents pour la séquence du Puits des âmes. Si l'acteur porte des bottes, des pantalons et une veste en cuir, l'actrice n'est vêtue que d'une robe légère. Quand la situation devient trop intenable pour elle, sa doublure prend place et si la doublure ne veut pas non plus, c'est le dresseur Steve Edge après s'être rasé les jambes et avoir enfilé la robe de Marion. Pendant ce temps-là, sur un autre plateau, le feu détruit la moitié du décor du bar de Marion. La Tunisie n'est pas non plus de tout repos. À cause de la chaleur qui est de 55 degrés et la nourriture locale, toute l'équipe souffre de dysenterie. Sauf Steven Spielberg qui ne mange que des conserves importées d'Angleterre. Cette indisposition est cependant à l'origine d'une des scènes cultes du film. Indiana Jones doit affronter au fouet un Égyptien armé d'un grand sabre et Harrison Ford, loin d'être en forme, suggère au réalisateur de juste descendre cet enfoiré. Après tout, avec Marion en danger, il ne va pas encore perdre 10 minutes dans une bagarre. Puis quand Steven Spielberg tourne le pugilat entre Indiana Jones et le mécanicien sous l'aile volante, c'est pour voir Harrison Ford se faire quasiment écraser par une roue. L'acteur a glissé sur le sable et la roue de l'appareil a commencé à lui rouler sur la jambe. Il ne doit son salut qu'au frein de l'avion et à la chaleur qui a dégonflé la roue, mais il s'abîme quand même les ligaments du genou. À la fin du tournage, à Hawaï, continue dans cette mauvaise veine. L'hydravion avec lequel Indiana Jones échappe aux hôpitaux fait un amérissage forcé peu de temps après son décollage. Harrison Ford a laissé pendre ses jambes à l'extérieur pour plus de réalisme. Ajouté au poids de la caméra, l'appareil a été déséquilibré. Les 2 hommes s'en sortent indemnes et l'hydravion avec ses flotteurs déchirés. La seconde prise sera réussie. Le film sortira le 21 juin 1981 aux États-Unis. Et le succès va être immédiat. Ce sera un succès critique et commercial et il deviendra le film le plus rentable de l'année 81 et un des plus rentables de tous les temps d'ailleurs. Il a remporté plus précisément 384 millions de dollars de par le monde. Il sera notamment accueilli également aux Oscars en 82 et il remportera 6 statuettes. À l'instar de Star Wars, à la fin des années 70, Indiana Jones est un ovni dans le cinéma de ses débuts des années 80. Il va ainsi dépoussiérer les films d'aventure. Il va mêler ainsi aussi également la magie et le fantastique afin d'entraîner les spectateurs à la fois dans un grand 8 à couper le souffle et dans une quête fascinante et mystérieuse. Une suite va alors devoir s'imposer. Cela permet ainsi de confirmer ces suites qui vont être Le Temple Maudit sortira en 1984, La Dernière Croisade en 89, Le Royaume du Crâne Cristal en 2008 et Le Cadran de la Destinée. Ainsi, il y a également une série télévisée qui va être diffusée de 1992 à 1996 et ça s'appellera Les Aventures du jeune Indiana Jones. Et elle va donner également à une quinzaine de jeux vidéo qui apparaîtront depuis le début de la franchise. Enfin, en 1999, le film sera sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès pour son importance culturelle
historique et esthétique. Ainsi, la saga Indiana Jones restera à jamais gravée dans l'histoire du cinéma. Avec ses moments emblématiques, son mélange unique d'aventure et d'archéologie et son influence sur la culture populaire, Indiana Jones a captivé les spectateurs de toutes les générations. Que ce soit en explorant les mystères inexplorés des films existants ou en spéculant sur l'avenir de la franchise, car aujourd'hui nous ne savons pas ce qu'il y aurait par la suite au niveau de la saga. Nous savons qu'Indiana Jones, campé par Harrison Ford, cet arc sera terminé et ils envisagent potentiellement des suites en format de série. Mais cette franchise, cet univers d'Indiana Jones continuera d'inspirer l'explorateur qui sommeille en chacun de nous.